Alors, je reprends la main et donc je poursuis pour vous expliquer un petit peu où on a voulu en venir avec ce guide. Donc, c'est ce qu'on vous explique depuis le début de cet atelier. L'idée, c'était vraiment d'essayer de transmettre un maximum toute l'expertise qu'on a accumulée ces dernières années et d'intégrer les points de vue et l'expertise de tout un panel d'experts. Et donc, ce guide, il comprend quatre parties. Une partie pour bien comprendre les enjeux et la problématique liée au plastique, dont on vient de parler dans les premières interventions. Alix en parlait tout à l'heure, il y a un zoom vraiment réglementaire pour arriver à vous situer, voir si vous êtes OK avec les obligations légales. Et puis, il vous invite, c'est le sujet encore d'aujourd'hui, à aller au-delà de cette réglementation parce que les enjeux sont bien supérieurs à ceux qui sont pour l'instant pris en compte par la réglementation. Et donc, l'idée, c'était d'essayer de proposer une méthodologie euh, et un outil pour évaluer rapidement l'impact environnemental d'une solution et surtout aiguiser son œil critique. C'est de ce dont vous parlez, Émilie, dans sa présentation. Donc voilà, c'est essayer d'apporter le plus de connaissances possible pour pouvoir s'armer et choisir en conscience la solution que l'on souhaite tester pourquoi tester? Parce qu'on peut essayer quelque chose et ça va pas forcément fonctionner avec son contexte, avec les particularités logistiques de votre structure, de votre entreprise. Et donc pour ça, on a développé une méthode pas à pas. Donc je vais aller un petit peu dans le détail sur cette méthode. Donc cette méthode, elle comprend quatre grandes étapes. La première, c'est bien évidemment de réfléchir à vos besoins. Donc pour ça, il faut vraiment prendre le temps de se poser et de faire un état des lieux de ses pratiques, de ses usages. Pas hésiter à sonder son équipe. C'est vraiment une étape qu'il faut faire avec ses collaborateurs pour essayer de, voilà, arriver à identifier vraiment les freins et surtout les leviers qui sont à votre disposition. Si vous travaillez pour une collectivité, il ne faut pas hésiter à faire des sondages de vos usagers parce que vous vous rendrez compte très rapidement que c'est une demande aussi de vos usagers que d'aller vers des solutions beaucoup plus respectueuses de l'environnement et de bon sens, telles que le réemploi. Donc, pour chacune de ces parties, rapidement dans le guide, vous trouverez une synthèse, on va dire, du sujet pour pouvoir le prendre en main facilement. Euh, Vous trouverez également des zooms techniques, des ressources complémentaires, donc d'autres guides ou des vidéos par exemple, et puis un certain nombre de conseils pour agir, commencer à agir à votre échelle. Donc bien évidemment, c'est une petite palette de conseils. On peut avoir beaucoup de choses. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, avec l'Arbre, si vous avez des questions et si vous souhaitez être accompagné. Ce que je vous propose, c'est de faire un zoom sur la partie 2, donc choisir une solution zéro plastique. Je ne reviendrai pas sur la partie identifier un fournisseur responsable, puisque Émilie Spisser de l'ADEME vous en a parlé dans son intervention. Et on conclura avec impulser et valoriser le changement de pratique. Donc, on en parlait tout à l'heure avec Émilie. Tout produit a une multitude d'impacts, et ce, tout au long de son cycle de vie. Et les recommandations actuelles, c'est d'opter pour des produits pour lesquels des analyses de cycle de vie sont disponibles ou des produits qui sont éco-conçus. Donc, justement, ils ont été conçus pour minimiser l'impact environnemental à chacune des étapes du cycle de vie de ce produit. Le problème, c'est que ces ACV, donc analyse de cycle de vie, sont pas forcément disponibles pour les produits qui vous intéressent. Et donc, arriver à comparer deux produits, c'est de l'ordre de l'impossible aujourd'hui. Et le deuxième point, c'est qu'en plus, ces analyses sont complexes. Il faut être technicien de l'analyse de cycle de vie. Et c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Euh, et puis, on revient sur la question des allégations environnementales qui sont, comme le Lise l'expliquait, une fois sur deux, sont pas vraiment recommandables, on va dire. Et donc, voilà, c'est très compliqué d'arriver à se faire son avis. Donc, l'idée, c'était de travailler avec des experts sur une grille d'analyse, une grille très simple d'analyse de l'impact environnemental des produits, et en l'occurrence de la vaisselle et des emballages.
Et donc, cette grille d'analyse, elle comprend 22 critères d'éco-responsabilité, donc qui ont été définis avec nos experts. Et ces critères nous ont permis d'identifier 4 priorités environnementales en ce qui concerne la vaisselle et les emballages. Et je vous propose d'aller zoomer sur chacune de ces priorités environnementales, pardon, que sont la durabilité, le process de fabrication, donc extraction de matière pour fabrication du produit, le transport et la fin de vie. Donc pour la durabilité, bien évidemment, on en parle depuis le début de l'atelier. Le but du jeu, c'est vraiment d'opter pour le jetable en dernier recours ou bien de façon transitoire. Si votre activité est enfin voilà, si c'est compliqué d'intégrer du réemployable à ce jour, euh, on peut réfléchir à des étapes, on peut se faire accompagner pour petit à petit aller vers un modèle en 100% réemployable. C'est vraiment le but du jeu. Et c'est ce vers quoi vos usagers, comme la réglementation, va vous pousser de toute manière dans les prochaines années. Donc, quand on opte pour les réemployables, en premier lieu, pardon, on toujours se poser la question si on a vraiment besoin du produit. Donc, c'est particulièrement vrai pour la restauration commerciale, pour lesquels je pense par exemple aux pailles et aux sacs, sacs de caisse. Bon, on a énormément aujourd'hui de restaurateurs qui arrivent à se passer de ces ustensiles et pour lesquels ça se passe très bien. Donc, il faut vraiment réfléchir si le produit que vous avez, l'article de vaisselle ou l'emballage, est nécessaire à votre activité. Et si c'est le cas, alors comment faire pour passer à du réemployable? Et donc là, ce que l'on promeut, c'est vraiment d'aller vers des produits qui soient vraiment solides et qui vont tenir dans le temps, notamment qui vont pas se déformer en fait, qui vont être résistants au lavage. Et puis, 3 choses importantes, il faut qu'ils soient faciles d'entretien. Euh, qui se stockent aussi facilement. Ça, c'est une problématique récurrente chez les restaurateurs, hein, pour pouvoir les stocker facilement, les empiler notamment, et le fait qu'ils soient réparables. Donc, je prendrai juste un exemple très rapide. Vous avez ici une boîte, une lunchbox Quetch. Bon, je cite la marque, je ne sais pas si je devrais, mais bon, c'est pas grave. Euh, Cette boîte, le gros intérêt qu'elle a, c'est que toutes les pièces peuvent être séparées, lavées individuellement. Si l'une est défectueuse, elle peut être renvoyée au fournisseur et le fournisseur vous renvoie une pièce neuve pour pouvoir continuer à utiliser votre ustensile et le fournisseur se chargera du recyclage de cette pièce. Donc c'est vraiment la logique. En fait, on achète une fonction, on n'achète plus un produit. C'est vraiment la logique il faut vraiment essayer d'aller vers ça. Les facteurs de réussite du réemploi, c'est en premier lieu de suivre vraiment toutes les initiatives et l'actualité sur le sujet pour vous inspirer et vous nourrir. Très important de prendre en compte tout ce qui est risque musculo-squelettique. Donc, on a ici l'exemple d'une machine qui permet de réduire un peu la manipulation des opérateurs qui est proposée par... bon, c'est pas grave, on ne dit pas la marque, mais on pourra... Voilà, ça va être dans le catalogue version 2, on en parlera. Et puis, vous pouvez, si vous êtes une restauration collective, intégrer des références consignées. Donc, la prochaine intervention, on reviendra sur le sujet. Et enfin, bien sûr, vous faire accompagner par des prestataires dont c'est le métier et qui vont être efficaces sur la mise en place du réemploi. Je vais aller plus vite sur les parties suivantes. Sur le process de fabrication, Lise vous a déjà donné des grosses pistes. L'idée, c'est vraiment d'essayer de choisir en premier lieu un matériau qui soit pas trop impactant. En tout cas, voilà, il existe, c'est ce que vous disiez, Lise, plein d'indicateurs différents. C'est difficile de s'y retrouver. On peut faire le choix d'un indicateur et au final, le produit est impactant sur un autre pan. Donc voilà, l'idée, c'est de faire au mieux, de réduire au mieux l'impact cette matière et surtout d'aller vers le réemploi, encore une fois, parce que bien évidemment, plus vous allez réutiliser un produit et plus vous allez diminuer son impact. Donc un produit qui va être enfin qui va être assez impactant à la production, c'est par exemple l'exemple euh, du verre ou encore de l'inox, ben, en fait, comme on les utilise vraiment sur le long terme, du coup, l'impact environnemental va devenir assez minime.
On peut bien évidemment opter après pour des matériaux naturels et locaux. Donc ça, c'est vraiment euh, du bon sens, hein, aller vraiment sur quelque chose qui est d'ici, du territoire. Euh, on peut aller vers des matières recyclées ou secondaires. Les matières, pensez aux matières éco-labellisées. Donc là, vous avez un référentiel qui a été créé par l'ADEME. Et ça rejoint ce que vous disiez, Émilie, pour avoir voilà, une source sûre de ces allégations environnementales. Et enfin, on a des produits qui commencent à émerger, les produits comestibles, pardon. Donc là, je reviendrai dessus. Je ne vais pas trop m'attarder, hop, pour pas prendre trop de temps sur le sujet. Donc simplement, petit point d'alerte sur ces produits comestibles. Ça peut être une très bonne solution si vous achetez ces produits en vrac et si l'emballage de ces produits est limité. Donc typiquement, s'il y a un emballage individuel de la cuillère, voilà, ça, il faut éviter. Ça, c'est pour le coup du greenwashing. N'hésitez pas à demander systématiquement la fiche technique du produit, tout en gardant à l'esprit que le fournisseur ne met pas forcément toutes les informations dans cette fiche technique, donc il faut garder son esprit critique. Et bien faire attention à comment dire, réfléchir à comment est produit votre produit pour éviter justement tous ceux qui peuvent potentiellement intégrer du plastique. Donc Lise vous en parlait, hein, le bambou par exemple. Là on le voit très bien sur l'assiette, c'est des lames de bambou. Bon bah il faut les coller ces lames, donc c'est une résine plastique qui va faire le boulot. Euh, on peut avoir bien évidemment des migrations de métaux sur des produits en métal, bien sûr, mais aussi sur des produits en verre, en céramique ou en ardoise. Donc, le premier réflexe à avoir, c'est de bien demander une preuve de l'aptitude alimentaire, ce qui n'est pas forcément automatique malgré ce qu'on pense. Et puis, bien respecter les conditions d'usage et de stockage. Donc, c'est vraiment un gros point important pour éviter les transferts de particules du matériau à l'aliment. Typiquement, ça avait fait pas mal de bruit, des bouteilles d'eau qui sont stockées, et c'est très fréquemment le cas, qui sont stockées en extérieur et qui prennent le soleil toute la journée. Vous pouvez être sûr que c'est un bain de particules plastiques à l'intérieur de votre bouteille. Euh, sur la partie transport, donc bien évidemment, on essaye de limiter au mieux les kilomètres parcourus par notre produit pour des questions environnementales, mais aussi sociales, hein. On essaye de favoriser la dynamique locale. Et puis, Lise en parlait un petit peu. L'idée, c'est aussi de limiter au maximum tout ce qui est suremballage, surconditionnement et l'emballage plastique, bien évidemment. Et pour ça, la meilleure solution, c'est de bien travailler avec votre fournisseur en amont de votre commande et de lui demander comment sont emballés vos produits et comment sont conditionnés, donc c'est deux choses différentes, hein, et comment sont conditionnés vos produits pour le transport. Plus vous allez acheter local et moins l'emballage et le conditionnement, ce sera important. Euh, Là, c'est des petits exemples. Je ne sais pas trop si j'ai le temps. J'ai le temps, Alix. Ok. Donc, c'est des exemples un peu rigolos pour vous montrer la folie du suremballage. Je pense qu'on a tous vu un peu ces images. Donc là, c'est juste magique, les fraises qui sont dans cette mousse-là pour éviter absolument de les abîmer. Ou encore la canette de Coca qui est emballée elle-même dans du plastique. Donc là, on arrive à un degré de bêtise qui est juste incroyable. Et donc, ce qu'on promeut, c'est vraiment l'emballage et le conditionnement euh, éco-responsable. Et donc, pour ça, la base, c'est de minimiser la quantité de matière qui va être utilisée, tout simplement. Donc, vous avez des exemples très simples. La corde autour des pailles, bon, bah, ça suffit amplement pour réaliser des ballots. Ou encore avoir des systèmes d'étiquettes ou d'élastiques pour grouper des produits et faire de la livraison. Là, en l'occurrence, c'est pour du portage à domicile. Bon, bah voilà, comme ça, on n'a pas besoin de sacs plastiques pour aller autour de ces boîtes qui sont elles-mêmes déjà des emballages. Et bien sûr, il y a tout ce qui est emballage euh, durable en verre, en acier, type consigne de bouteilles, consigne de contenants alimentaires.
La dernière étape donc, de notre méthode, concerne la fin de vie du produit. Donc, bien évidemment, encore une fois, on essaye d'opter pour le réemployable en premier lieu pour réduire vraiment la quantité de déchets produits. Et si c'est pas possible, ou en tout cas les autres options qui sont envisageables, c'est d'aller vers des produits, on en parlait, comestibles, recyclables ou compostables. Donc là, l'idée, c'est de prendre en compte au moment de votre achat la fin de vie. Qu'est-ce que vous allez faire de ce produit? Bien vérifier que les filières de collecte et de traitement existent sur votre territoire. Donc là, on est sur, comment dire, des produits, je pense notamment aux produits compostables, aux produits comestibles. Ces produits, il faut que s'ils sont comestibles, il faut qu'ils soient réellement comestibles. Si vous optez pour une paille alimentaire, en pâte de blé. Derrière, il faut la cuire pour pouvoir la manger, donc elle n'est pas réellement comestible. Donc attention là à ce qu'on vous vend. Et pour le compostable, si vous n'avez pas de composteur à votre disposition ou si vous n'avez pas de prestataire qui vous collecte de la vaisselle ou des emballages compostables, et au jour d'aujourd'hui, a priori, c'est pas le cas. Les prestataires qui s'occupent de ça ne prennent pas en compte ce type d'article. Alors enfin, l'avantage écologique qu'on vous a vendu est en fait nul. Donc, il faut bien faire attention à ce que vous achetez. Et donc, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des interrogations sur vos achats. Et enfin, le dernier point très important, c'est de bien évidemment bien former votre équipe pour qu'elle soit au courant de toute la logistique qui va derrière. Ça, c'est du bon sens. Euh, Rapidement, donc on a eu un point d'alerte qui est vraiment important sur tout ce qui est produits compostables en compostage industriel. Donc c'est vraiment des produits que vous allez trouver absolument partout. C'est clairement une allégation environnementale trompeuse. Pourquoi? Parce que les systèmes de collecte et les systèmes de traitement n'existent pas sur nos territoires, que ce soit en PACA ou à Monaco. Et même s'ils existent, on a des produits qui ne doivent absolument pas se retrouver en nature et qui doivent être, comment dire, biodégradés dans des conditions bien particulières qui sont des conditions d'usine. Donc là, vous avez l'exemple, c'est des collègues du CPIE d'Aubagne, de La Ciotat, pardon, qui ont fait cette petite expérience en mettant un sac plastique biodégradable et compostable dans de l'eau. Et au bout de 5 ans, donc on a la vie qui s'est installée dans cette eau avec toute une vie bactérienne. Et vous voyez qu'au bout de 5 ans, le sac plastique, il est toujours là, intact. Et c'est la même chose si vous le mettez en terre. C'est la même chose s'il se retrouve au fond des océans. Voilà, il faut des conditions pour le dégrader, ce sac. Donc, le point d'alerte, c'est vraiment d'aller vers des produits qui soient en matière naturelle, non traitée, non transformée et facilement biodégradables. Et là, petit point d'alerte de Lise, si vous avez des produits en fibres végétales, cellulose, carton, bagasse, etc., pour assurer la fonction en fait de l'article de vaisselle, vous avez forcément du plastique en revêtement, en injection, enfin voilà, il y a plein de techniques différentes. Euh, mais voilà, attention à ces produits-là, il faut des produits qui soient vraiment 100% naturels. Je précise juste une chose, c'est que le sac en plastique de la Ciotat était un sac qui est censé être home compost, donc compostable dans un composteur domestique. Sauf que dans un composteur domestique, il faut rester à 20 degrés pendant 4 mois et il n'y a aucun composteur domestique dans lequel ça se dégrade bien. Donc même ça, c'est pas une solution vertueuse finalement. Et effectivement, dans le milieu naturel, comme tu disais, Mélissa, il n'a aucune chance de se dégrader puisque même dans de l'eau, il ne se dégrade pas. Enfin, voilà. Très, très résistant. Alors, je te laisse continuer. Voilà. Alors, on finit rapidement. La clé de voûte, on va dire, de la réussite d'un projet de changement de pratique, donc vers le réemploi, vers le zéro plastique, c'est vraiment d'impulser ce changement de pratique. Donc, on en parlait tout à l'heure, bien former et prendre le temps de bien mobiliser vos collaborateurs. Ça passe aussi par la sensibilisation de la clientèle et la communication sur ce changement. Donc, il y a plein de possibilités pour faire ça, mais c'est vraiment très important. On l'a constaté chez plein de restaurateurs. À partir du moment où vous prévenez
vos clients que vous allez supprimer les pailles, par exemple, bon, bah, vous allez avoir un taux de mécontents, on va dire, qui va être vraiment très bas et votre changement va se faire tout en douceur et sans aucun problème. On a aussi des techniques pour impulser le changement en mettant en place des méthodes incitatives ou dissuasives. Par exemple, à Monaco, ils ont opté pour des couverts jetables qui sont payants. Donc, du coup, il y a voilà, un inconvénient monétaire à l'usage unique. Et du coup, la mesure, même si elle a fait grincer des dents, est quand même passée efficacement puisqu'on a les restaurateurs qui ont diminué de 80% hmm, le, la distribution des articles jetables. Euh, et enfin, le dernier point, c'est d'intégrer des dispositifs, on en parlait un petit peu plus tôt, d'accompagnement et de valorisation. Donc, on en a deux principaux, en tout cas, nous ici à Écosciences Provence. Donc, je laisse la parole à Alix là-dessus rapidement. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc Mon Resto Responsable, qui est une démarche donc, dans laquelle tout restaurant collectif, qu'il soit du secteur de l'enseignement, du médico-social, d'un resto d'entreprise, un resto d'administration, peut entrer dans cette démarche. C'est gratuit, c'est autonome, c'est-à-dire que vous allez juste sur le site internet de Mon Resto Responsable et vous faites un autodiagnostic, puis vous allez choisir des engagements et ensuite avoir une séance publique qui permet de mettre en valeur ces engagements. Et vous intégrez du coup un réseau d'acteurs qui est sur toute la France avec des solutions, des idées d'autres acteurs. Donc voilà, première option qu'on trouve vraiment très, très positive et assez simple finalement. Le deuxième, voilà, c'était aussi de vous engager dans les chartes. Alors, il y a la charte nationale sur les plages, ça ne concerne pas tout le monde, on n'a pas tous une plage malheureusement, mais si vous êtes dans la région PACA, n'hésitez pas à rejoindre la charte zéro déchet plastique de la région. Vous intégrez, du coup, c'est très simple, hein, enfin, la procédure est mise, qu'on soit une administration, qu'on soit une entreprise, qu'on soit une collectivité, on peut être signataire de la charte. Vous bénéficiez d'outils qui ont été développés peu à peu par l'ARB, justement avec des guides, avec des solutions, avec des visites potentielles de sites, des retours d'expérience qui peuvent vous inspirer, qui vous montrent aussi que ben, voilà, chacun peut avancer, on l'a vu, hein, c'est des étapes de bon sens, etc. Donc, on vous encourage vraiment à l'issue de cet atelier à vous inscrire sur les chartes si vous le souhaitez. Plus on sera nombreux dans cette démarche et variés comme public, comme vous l'êtes à cet atelier. Hein. Dans toutes les personnes présentes, on a toutes sortes d'acteurs concernés par cette action. Donc voilà, on vous encourage à y aller. Voilà, donc on, on a fait enfin un gros point même sur le guide. On vous invite à aller le consulter, ce guide. Donc vous avez ici le lien, le QR code pour télécharger le guide. On n'en a pas parlé, on a aussi développé, en se basant sur la grille de critères d'éco-responsabilité, on a créé un score zéro plastique qui est un outil vraiment de sensibilisation pour visualiser très rapidement les impacts environnementaux d'un produit. Et on propose dans ce guide une partie catalogue avec un certain nombre d'alternatives, donc de fournisseurs qui jouent le jeu, qui sont impliqués pour essayer de proposer des solutions moins impactantes. Euh, et vous avez le score zéro plastique qui vous permet voilà, de visualiser les impacts qui sont derrière. Le guide, pour terminer, le guide aujourd'hui ce que vous allez télécharger est une première version. Une deuxième version devrait voir le jour en fin d'année. On aimerait avoir vos retours, donc n'hésitez pas à commenter, à nous dire s'il manque des choses. Enfin voilà, que ce soit positif ou négatif, on est voilà, preneur de tous vos commentaires.